une première séquence sur cette révolution écologique par les territoires, puis les mutations numériques, et on verra là-dedans comment aussi ces territoires, eh bien, ils sont générateurs de liens sociaux. Et comme tu l'as très bien dit, on va surtout faire des propositions concrètes et parler de projets, et pas seulement de la norme ou de la règle du jeu qu'il faudrait changer ou qu'on aimerait voir évoluer, ou le niveau des dotations. En revanche, il y a une règle du jeu qui s'impose à tous, et derrière, il y a un projet à construire, à co-construire pour relever les défis qui sont ceux des territoires aujourd'hui. Effectivement, notre première séquence va porter sur cet enjeu écologique, et pour y participer, j'invite Christophe Boucher, le maire de Tours, à nous rejoindre, qui est aussi le président de la commission développement durable et attractivité. On va voir avec Christophe une présentation de cet enjeu écologique. Jean-Yves Lébert, qui est membre du bureau d'Écologie sans frontières. C'est une ONG qui est elle-même à l'origine du Grenelle de l'environnement. C'est aussi un consultant pour les collectivités territoriales, administrateur de Green Cross. Green Cross France et Territoires, c'est une ONG qui est présidée par Jean-Michel Cousteau. Et puis Henri Bies-Perret, qui est deuxième vice-président de la FNSEA, qui est aussi le président d'un groupe de presse agricole, Réussir, qui est lui-même exploitant agricole dans les Pyrénées-Atlantiques. Tout au long de l'après-midi, vous allez pouvoir réagir avec le hashtag UE comme Université été radicaux. Donc, vous posez vos questions, vous réagissez, et puis, bien évidemment, on ouvre le débat avec vous tous. Voilà, on va serrer les rangs, oui. Puisque pour cette première table ronde, donc consacrée à l'enjeu écologique, peut-être d'abord planter le décor avec Christophe. Donc, je rappelais que tu es maire de Tours et président de la commission développement durable et attractivité. Planter le décor, il est simple et on le voit bien. La population à 100% quasiment maintenant a basculé dans l'urgence. Et donc, ce qui va nous attendre aujourd'hui, et les réponses qu'on va devoir apporter qui ne sont pas aujourd'hui finalisées, moi je pense avant tout que ce sont des mesures où chaque collectivité, l'État évidemment en premier, et chaque collectivité, chaque municipalité va devoir être extrêmement prudente et ne pas faire n'importe quoi. Parce que là on est dans l'urgence, il y a eu la canicule, ça fait basculer les derniers climato-sceptiques. Donc maintenant chacun est concerné, tout le monde est en train de repeindre en vert ses affiches et ses sites internet. Laurent a eu une très belle expression hier, il dit maintenant ils voudraient tous avoir des arbres partout en 48 heures, oui, alors qu'avant il fallait couper les arbres parce qu'il y avait des feuilles à ramasser. Hein. Alors c'est un premier sujet dont on peut parler rapidement, mais néanmoins pour les territoires. Alors, voilà, tout le monde repeint en vert. Alors, on le fait tous, hein, d'ailleurs. Le greenwashing. On est en train de tout repeindre en vert. Ah bah ça, tiens, le cordon du monsieur qui descend l'escalier, il est en vert. Tiens, on remet tout en vert. On crée des... Bon. Chaque programme, j'ai même vu l'autre fois, je ne sais plus quel candidat de quel parti politique, toute son affiche était verte. Bref, on a bien compris. Les arbres. Alors, comment je vais illustrer ce propos? Le propos qui est dit attention à ce que l'urgence ne nous fasse pas commettre des grosses erreurs. On va prendre le cas des arbres. Alors, le cas des arbres, on vous a tous dit, les arbres, il faut planter des arbres. D'accord. Donc, hier, j'ai été à la République des maires, à Angers, avec Christophe Béchu. Et là, en résumé, c'est un peu la foire, c'est à qui plantera le plus d'arbres. Alors, à Angers... Voilà. Et on salue Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, qui nous a rejoints. Bonjour, Annick. Et donc, c'est un peu la foire, puisque c'est celui qui prendra le plus d'arbres. Alors, Angers, ils ont prévu dans les 5 ans d'en planter 100 000. Bon, donc là, après, une fois qu'on a dit ça, c'est compliqué. Je ne sais pas, Pascal, à Bourges, combien tu vas en planter, mais 100 000, si vous divisez par le nombre de jours, déjà, vous allez apercevoir que pour les planter chaque jour, ça va être compliqué, mais enfin, néanmoins. Mais il va falloir prendre des précautions multiples. D'abord, contrairement à un lieu commun, à une banalité, tout arbre planté, s'il n'est pas bien planté, n'absorbe pas le CO2. Il y a même des arbres mal plantés, vieillissants, mal entretenus, qui en relarguent du CO2.
Tout ce qu'on a fait, tout ce que vous avez fait, tout ce que nous avons fait dans nos villes, vous savez, c'est les arbres qui contribuent à l'urbanisme. C'est-à-dire quoi? Ce qu'on appelle les arbres d'ornement. Non, pas les arbres d'ornement, les arbres taillés. Ceux qu'on a fait tailler en rectangle, en carré, etc. Alors ceux-là, ils sont ni bons pour le CO2, ni bons pour l'eau. Alors, vous voyez, donc il va falloir quand même que faire baisser un petit peu la pression et dire attention aux solutions écologiques, parce que donc, tout est vert, donc y compris la secrétaire générale qui a mis la robe qui allait bien. Il va falloir faire attention à ces choses-là. Idem, dans chacune des villes, dans chacun des territoires, les arbres ne sont pas les mêmes consommateurs. On va avoir un autre dilemme très vite, puisque tout le monde va planter des arbres. Et puis moi, je fais le pari, je ne suis pas spécialiste, mais que dans 10 ans, on va nous dire « Ah oui, mais il n'y a plus d'eau ». Il y a quand même cette... Alors, par exemple, si on se décale un petit peu des arbres, il y a dans le même sujet les toits végétalisés. Toits végétalisés, donc tout le monde dit « Bon, super, on plante des arbres, très bien, on revégétalise, c'est bien. » Et on fait des toits végétalisés. Or, les toits végétalisés, c'est un vrai sujet, parce que c'est intéressant pour le confort thermique des bâtiments, c'est intéressant. Mais alors, pour la consommation d'eau, c'est pas avéré. Donc, il va quand même falloir qu'on avance avec ces sujets-là et qu'on voit bien dans les programmes quels sont les paradoxes écologiques. C'est-à-dire, je vais vous en donner un dans nos territoires. Moi, donc le TGV passe à Tours, et sur la voie du TGV, comme sur toutes les grandes infrastructures, il y a ce qu'on appelle les délaissés. Bon. Donc il y a un délaissé de TGV, c'est donc un bout de terrain sur le long du TGV où personne ne peut plus habiter, puisque vous imaginez pourquoi. Et là, on a dit, bah, c'est super, nous voilà un beau terrain, on va faire une centrale photovoltaïque. On a fait une centrale, on a déposé le permis de construire. Il se trouve que ce n'est pas sur notre commune. Moi, j'étais super content parce que j'ai une ville très endettée. Ça devait nous rapporter 100 000 € par an. Bah, patatras. On nous dit non, là, c'est zone humide. Et donc, zone humide. Alors, qu'est-ce qu'on privilégie? On privilégie de produire de l'électricité verte, ou est-ce la zone humide? Il y a l'autre paradoxe, et puis j'en ai terminé, je vous laisserai avancer. Il y a l'autre paradoxe qu'on a bien entendu là depuis quelques jours, qui est revenu à la mode, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les retenues d'eau? Comment on marie la retenue d'eau d'un côté avec la zone humide de l'autre? Bref, et tout ça, j'ai l'impression que chacun est en train de s'engouffrer. Je regarde les programmes à droite et à gauche, parce qu'étant en charge de bâtir celui du Parti radical et éventuellement celui de la plateforme qui nous a conduits à Renaissance, j'ai dit, attention, je vois que tout le monde, y compris, il y a un grand article ce matin dans le Figaro où le président Macron décrète l'urgence. Attention à ce que les gadgets, les plantations, les revégétalisations, etc., qui paraissent à la première vue, ne soient pas en deuxième ligne à 3 ans, à 5 ans, à 15 ans, ne soient pas des obstacles très importants. Et ne pas confondre l'urgence et l'improvisation. Et donc avoir un projet et comment le construire, et peut-être avoir quelques balises quand on parle de projet. Alors Jean-Yves Lebert, tout à l'heure, je vous présentais comme membre du bureau de l'écologie sans frontières, et puis également administrateur de Green Cross. Justement, un conseil aux élus qui aujourd'hui fourbissent leur programme, essaient de répondre à cette urgence climatique. Comment on fait pour avoir une réponse qui soit cohérente et qui soit aussi à la hauteur des attentes des électeurs? Parce qu'on est sur une échéance et il faut répondre à cette question qui est devenue centrale. Alors, il faut parler bien fort dans le micro. Oui, donc... En fait, la problématique à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, vous le disiez, c'est en fait l'expertise contre la science. Nous sommes dans une phase de très très forte accélération de la science de l'environnement, de la technologie tout court. C'est une science qui progresse encore plus vite que... qui progresse encore plus vite que la plupart des sciences, parce qu'elle était délaissée ou elle n'était inexistante. Elle est en cours d'accélération.
On a des agences publiques absolument remarquables ou des instituts publics de recherche absolument remarquables, dont le rythme de publication s'accélère, dont un nombre et la qualité des publications s'accélère, et on s'aperçoit que ce qu'on imaginait moderne autrefois est aujourd'hui complètement dépassé, et où on a beaucoup d'experts qui s'emparent de sujets à partir de connaissances très datées. Et datées, ça peut vouloir dire 24 mois, ou ça peut vouloir dire 48 mois à l'heure actuelle en matière de sciences de l'environnement, mais ça vaut également dans le domaine de l'énergie, ça vaut dans le domaine de l'agriculture, où on a l'INRA qui nous surprend avec un pivot absolument radical en ce moment. Et donc, on a un véritable vieillissement de la science qui rend confus l'approche de la transition écologique par les élus. Et pour autant, il faut agir. Il faut agir, et on est confronté à un problème majeur par rapport à ça, qui est l'affaiblissement des moyens des établissements publics de recherche sur le sujet. Et ce n'est pas un petit affaiblissement. Ils sont aujourd'hui, pour certains, à la limite de la survie. Et donc, du coup, on n'a plus aujourd'hui la matière pour alimenter les experts qui pourraient accompagner les élus. Et ça, c'est un problème majeur et qui, malheureusement, n'a pas de solution aujourd'hui disponible. Oui, Christophe Boucher. Oui, juste, il faut. Le problème, c'est qu'on est français et que on est un pays colbertiste et centralisé. Et on l'a bien vu. Qu'est-ce que c'est l'histoire des Gilets jaunes? L'histoire des Gilets jaunes, c'est qu'on a voulu appliquer la même taxe pour tout le monde. C'est absurde. Dans une métropole, cette taxe, elle s'entend, elle pourrait fonctionner. 5 km du cœur de la métropole, elle s'entend un peu moins, et puis à 15 km, elle s'entend plus du tout. Et le problème, c'est que comme on a un pays centralisé, on voudrait, comme d'ailleurs nos institutions, qu'il faudrait changer. Donc l'écologie peut être précurseur de certains changements. On veut toujours essayer d'appliquer la même recette aux mêmes endroits. Or, à un moment, il va bien falloir se dire qu'on n'applique pas la même recette à l'Est ou à l'Ouest. Ça vaut pour la politique, ce que disait le président Hénard ce matin, à l'Est ou à l'Ouest, on ne va pas appliquer la même politique. Ça vaut pour l'écologie. On ne va pas appliquer la même politique sur le bassin méditerranéen que la région Centre-Val de Loire, qui est promise, paraît-il, en 2050, à être la région la plus chaude de France. Comment là, puisque là, il y a une transition écologique qu'il va falloir avoir, comment on le fait? Idem pour la transition énergétique. L'éolienne, c'est super. Elle vient s'affronter directement avec les problématiques de patrimoine. Donc il y a des endroits où c'est possible, d'autres endroits où c'est pas possible. Sauf que aujourd'hui, on a un État qui rend ou possible ou impossible sur tout le territoire. Alors, en même temps, il y a effectivement des outils et des normes, mais derrière, Monique a employé le mot de projet. Et quand on fait un agenda 21, il ne sera pas le même à Tours ou à Niort ou encore à Nancy. Il y a derrière aussi, je cite Nancy parce qu'il y a un projet très ambitieux et qui a une approche systémique du territoire, parce que toutes ces politiques, en même temps, elles communiquent entre elles et elles ont toutes une interdépendance avec les autres. Et ce qui est important, c'est dans ce cadre tel qu'il est fixé par la loi, c'est ce que vous allez pouvoir construire. Et peut-être qu'on pourrait passer justement maintenant la parole à Henri Bies-Perret, parce qu'il y a quelque chose qui est tout à fait nouveau. C'est d'une part l'approche après le Grenelle des trames vertes, bleues, toutes ces façons d'avoir une nouvelle pensée de l'urbanisme, de l'aménagement, avec la place donnée au territoire agricole. Et on le sait bien aujourd'hui, tout le problème qu'il y a avec l'artificialisation des sols. Tous les 5 ans, c'est l'équivalent d'un département français qui est artificialisé. Donc repenser aussi le territoire comme de la terre nourricière, c'est les projets alimentaires de territoire, et puis c'est une concurrence d'usage. On a vu la semaine dernière encore un maire devant le tribunal administratif, comment réagit le monde agricole, par exemple, sur ces concurrences d'usage et cette place centrale, mais également un peu polémique et passionnelle sur ces questions-là. Oui, merci tout d'abord pour votre invitation. Je suis effectivement, pour finir de me présenter, éleveur laitier et producteur de maïs à 240 km de Bordeaux, donc il prend beaucoup en direction de l'Espagne, hein. voilà, très proche de l'Espagne. Oui, l'agriculture a effectivement pour particularité justement de vivre avec son environnement, avec les sols, avec le climat. On le voit encore cette année avec l'épisode de sécheresse. Et l'agriculture
puisque ça vient d'être cité, là, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui repeignent les programmes en vert. Malheureusement, nous, en agriculture, on ne peut pas se permettre simplement d'un coup de peinture, quoi. L'agriculture est une économie qui demande des investissements en général qui sont assez lourds, qui demandent d'être vus et préparés suffisamment en amont. Elle s'appuie beaucoup sur les efforts et les fruits de la recherche. Donc, quand il y a eu un moment, et je rejoins ce que vous avez dit juste à l'instant, un désinvestissement sur la recherche, au dernier moment, on arrive, on voit les agriculteurs, on dit « mais arrêtez de faire ça, pourquoi vous continuez ?» Oui, sauf que si on n'a pas prévu le remplacement, quand on a continué de laisser investir dans une certaine orientation, forcément le virage à prendre, il ne peut pas être pris très rapidement. Voilà. Et les propos que j'ai entendus ici le confirment, mais on a besoin de temps, on a besoin d'adaptation. Effectivement, on vit avec donc ce cycle du climat et les différentes politiques qui sont menées sur le territoire. Voilà, vous avez cité ce qui s'est passé aujourd'hui avec un maire. C'est vrai que l'urbanisation, dans le passé, n'a pas forcément été toujours bien pensée. On a mélangé, alors quelquefois faute des agriculteurs aussi, qui n'ont pas été les derniers à aller proposer eux-mêmes des champs, pas très loin de leur bâtiment d'élevage, en disant « mais vous pouvez construire de l'habitat ». Aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas une politique durable et on se rend compte que les habitants qui viennent en milieu rural ne sont pas toujours prêts à accepter toutes les nuisances. Voilà. Et donc, moi, j'ai entendu ici beaucoup de propos qui vont dans le sens d'adaptation au territoire, de mettre autour de la table les différents intervenants. Et la réponse à cet arrêté abrupte de maire qui dit à partir de demain je prends un arrêté et 150 mètres autour des habitations vous n'aurez plus le droit de rien faire. Ah bon, on va faire quoi? Voilà. Donc ça s'anticipe, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Nous on privilégie la charte, le dialogue, donc c'est pour ça qu'on a demandé... Alors on va s'y arrêter un instant justement, et là on revient justement sur le projet et de la façon de construire de la politique locale autour d'une liberté locale, mais aussi de ce dialogue entre les habitants et ce que j'ai appelé la concurrence d'usage du territoire. Une charte, ça se co-construit avec les producteurs, les agriculteurs, avec les riverains. Comment ça se fait, ça? Oui, une charte, c'est l'occasion de mettre autour de la table les élus, les riverains, les associations environnementales et qui ont aussi des objectifs sans doute qui sont un peu plus larges que le territoire, et puis les agriculteurs. Et on commence à regarder l'agriculture qui se pratique. On n'a pas les mêmes difficultés en zone d'élevage qu'en des zones de grande culture. On n'a pas les mêmes outils pour travailler les champs en zone d'arboriculture ou de viticulture et en zone où c'est surtout de la prairie naturelle extensive. Donc tout ça est à regarder au plus proche du territoire et on regarde qu'est-ce qui est intelligent. Dire aux agriculteurs arrêtez, fini, jamais du tout de l'année vous ne pourrez traiter, semble extrêmement compliqué. Par contre, on peut très bien discuter de avec quoi on traite, quels produits on utilise, on peut aussi faire de la pédagogie. Tous les produits ne sont pas dangereux. Aujourd'hui, on est quand même devant le dilemme où un agriculteur, quand il sort avec son matériel, on considère dès qu'il sort qu'il va forcément utiliser un produit chimique. Or, ce n'est pas toujours le cas. Même en agriculture biologique, on utilise des engins d'épandage, on épand aussi. Donc, avant d'aller discuter, on commence à l'arrêter au bord de la route. On a plusieurs cas maintenant qui nous remontent dans les départements. À l'arrêter en disant non, tu rentres chez toi, hors de question que tu sortes de cet outil-là. Voilà. Donc il faut restaurer du dialogue. On n'a sans doute pas été suffisamment précautionneux dans nos pratiques, et c'est pour ça qu'on a lancé depuis maintenant plus de 6 mois le mot d'ordre d'aller à la rencontre justement des élus, des organisations, des groupes d'habitants, pour aller discuter, expliquer notre métier, dire ce qu'on fait et décider ensemble ou trouver les conditions optimum. Voilà, on peut peut-être éviter d'aller le dimanche avec les tracteurs quand les gens sont sur les terrasses en train de prendre l'apéro. On peut peut-être choisir les horaires dans la journée. Voilà, donc il y a des choses qui peuvent être adaptées. Par contre, éliminer complètement en disant à l'agriculteur « tu ne produiras plus de telle et telle manière », ce n'est pas si simple. Alors ce dialogue aussi, il marche dans les deux sens et il est profitable aussi aux agriculteurs. On le voit bien au cours du mandat qui s'achève, tout ce qui a été fait sur les circuits courts, sur la façon aussi de trouver des fournisseurs locaux pour la restauration scolaire, pour également mettre des zones de maraîchage en périurbain. Et là, la dimension intercommunale est intéressante aussi pour aménager et penser le territoire comme une terre nourricière.
là encore, comment on organise ce genre de choses? Peut-être, Jean-Yves Lébert, plus généralement aussi, cette approche donc, de territoire, alors pas forcément autosuffisant pour son alimentation, même s'il faut se souvenir que quand la ville d'Albi a été la première à lancer ce défi, c'était un maire adjoint radical qui a porté ce dossier et qui a bien avancé d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, il y a du maraîchage qui est proposé avec des baux d'adaptation et également quelque chose qui répond à la remarque que faisait Christophe Boucher sur aussi des utilisations transitoires, hein, qui peuvent être des baux précaires, parce qu'à un moment, on peut faire du jardinage à un endroit sans transformer une parcelle pour les 3 siècles à venir. Alors, moi, il y a un premier point, le coût de la concertation pour arriver à co-construire des projets, le coût est extrêmement élevé. Il est inabordable aujourd'hui pour des petites collectivités. À l'échelle d'un village ou à l'échelle d'une petite commune, le coût de la participation est extrêmement élevé. Il y a des méthodes qui doivent être mises en œuvre. C'est une science. Il y a le Danish Board of Technology, par exemple, a une méthode extrêmement stricte qui a été appliquée quelquefois en France et qui produit réellement des fruits. Et le coût de la concertation est extrêmement élevé. On l'a vu avec le Grenelle, dont nous étions les initiateurs avec Écologie sans frontières. Ça coûte très cher d'organiser un débat. Et ça prend du temps. On est sur une échelle, alors, et on s'inscrit dans un temps, dans une urgence, notamment pour nos amis agriculteurs qui se retrouvent obligés de pivoter pour des questions d'évolution réglementaire et dans des délais de temps extrêmement courts. Et dans lequel mais ça coûte encore plus cher de ne rien faire à long terme. Ça coûte encore plus cher de ne rien faire. On va être dans l'exaspération et dans le exactement. Le conflit. Et surtout avec un problème donc, de changement de génération, avec un vieillissement de la population agricole. Donc des agriculteurs exploitants aujourd'hui qui sont moins enclins à faire l'investissement de formation éventuellement vers d'autres pratiques, parce que c'est un réel investissement, c'est du temps qu'on ne passe pas à travailler et gagner sa vie. Du temps, des moyens importants en termes d'équipement. Et donc, on a une société qui, dans son ensemble, mais l'agriculture est particulièrement affectée par ça, se retrouve avec un coup de pivot pour s'orienter vers quelque chose de moins destructeur, extrêmement onéreux. Le premier coût qui n'est pas assumé aujourd'hui, c'est celui de la participation et de la concertation. Et celui-ci, il est hors de prix pour les collectivités. Et le fait de ne pas avoir ces instruments de concertation permet l'émergence de phénomènes de foule tels que nos amis Gilets jaunes, par exemple, qui sont la foule et pas le peuple. Alors que si on organise la concertation, on régénère le peuple et on recrée les interactions satisfaisantes avec les élus locaux. Et on recrée les interactions satisfaisantes à l'intérieur de la société civile avec des corps professionnels clés. Il y a un autre aspect qui est relativement peu débattu, qui est notre perception de la nature. Il se trouve que la perception de la nature que nous avons, avec un pays qui est à 99% urbain ou rurbain, est aujourd'hui une perception de la nature qui est profondément déformée par 70 ans de remembrement, de pratiques de culture qui ont profondément refaçonné le paysage, et où on a des gens pour lesquels l'image de la nature, c'est 500 hectares de blé qui ondulent au vent, ou de maïs, Alors, etc. je rebondis justement là-dessus, parce que c'est très intéressant, et c'est là qu'on voit que les élus peuvent vraiment prendre des initiatives. Ça commence dans la cour de l'école. Aujourd'hui, quand des élus décident d'abord d'éviter que la cour soit goudronnée totalement et imperméabilisée, retrouver, là aussi pour le cycle de l'eau, on sait toute l'importance de pouvoir avoir aussi des endroits où on aura planté, où les enfants vont faire du potager, par exemple. Ça paraît des toutes petites choses, mais ça commence, comme on dit, au coin de la rue, ou ça commence dans la cour de l'école, cette pédagogie. Et là, les élus ont les moyens de faire. Tout à fait. Et alors, de mettre des arbres fruitiers dans... Nous sommes engagés, au sortir de la guerre, dans la vision hygiéniste de la nature, de notre environnement, de l'espace, qui était promu par le consumérisme, le productivisme américain et le consumérisme. Et donc c'est quelque chose dont nous avons hérité. Ça a profondément altéré notre perception de la nature. Et aujourd'hui, notre population n'est plus capable d'identifier proprement ce qui est naturel, et donc à respecter ce qui doit être respecté, les équilibres qui doivent être respectés. Et donc on doit réapprendre ça. On doit réapprendre à ces jeunes agriculteurs qui devront replacer ceux qui partent à la retraite à avoir d'autres pratiques, à utiliser d'autres pratiques qui sont relativement d'ailleurs bien
bien étudié aujourd'hui par la science agronomique et très, très opérationnelle. Moi, j'interviens à Bordeaux Sciences Agro sur le mode de l'énergie et ils sont très, très à l'écoute sur l'évolution, justement, possible de ce côté-là. Et le citoyen et l'urbain doit réapprendre, l'urbain en quête de nature doit réapprendre ce que c'est que la nature. On a aujourd'hui un travail parlementaire extrêmement intéressant de Pierre Morel à l'huissier sur les conflits entre les néo-ruraux et les ruraux. C'est exactement l'expression de ce problème à redéfinir, de cette difficulté à redéfinir ce que c'est l'environnement, un environnement naturel ou un environnement fonctionnel. Je citais tout à l'heure la ville d'Albi, où ils ont, en politique de la ville, fait des jardins partagés pour les habitants dans des quartiers un peu compliqués, mais aussi ils ont planté des arbres fruitiers, des groseilliers. Et aujourd'hui, il y a une signalétique comme un feu tricolore pour dire c'est le moment de cueillir ou ne pas cueillir. Parce que là, il faut aussi que les gens se réapproprient, sans compter. Alors, l'avantage aussi, c'est un avantage économique, c'est que les gens vont récolter dans un verger, comme à côté de Dijon, la ville de Quetigny, qui a un énorme projet de verger, en plus, qui est confié à une entreprise adaptée de l'économie sociale et solidaire, donc projet social, mais projet aussi environnemental, où les habitants eux-mêmes vont pouvoir avoir une économie domestique comme les générations précédentes l'avaient, et un avantage économique certain dans cette réconciliation à la nature que vous appelez de vos voeux. Tout à fait. Et donc il y a une grosse difficulté là-dedans, qui est de dire quelle est notre nature, c'est-à-dire quelle est la nature qui correspond à notre territoire, à notre terroir. Donc qu'est-ce qu'on peut y faire, qu'est-ce qu'on peut faire de nos sols, qu'est-ce que notre environnement nous apporte, qu'est-ce qu'on doit préserver. Et le problème que nous avons, c'est l'évolution rapide du climat qui nous oblige à projeter, à partir d'une nature dont nous avons oublié la substance, à nous projeter dans un univers qui sera complètement et profondément bouleversé par l'évolution du climat. C'est extrêmement difficile, c'est-à-dire qu'on est face à un double enjeu. C'est quel est l'état d'où nous venons, dans quel état sommes-nous, mais surtout dans quoi sommes-nous déjà projetés. Et d'intégrer ces trois états, c'est extrêmement complexe. Et puis avec la question aussi de faire de la prévention de crise climatique, on voit l'impact des inondations dans des territoires qui ont été complètement artificialisés. Je me tournais pour voir s'il y avait des live tweets, mais s'il n'y a pas de questions qui arrivent sur l'écran, il y a aussi deux micros baladeurs, et vous avez peut-être des réactions ou des propositions. Voilà, tout au fond, là-bas, il y a une main qui se lève. Oui, Stéphane Perrin, je suis élu en Bretagne, je suis élu régional, et donc je vais repartir de l'exemple de l'arrêté du maire de Languette qui a fait énormément parler, pour dire la manière dont on a perçu les choses sur notre territoire. Si tous les maires bretons prenaient l'arrêté qui a été pris par le maire de Languette, ça veut grosso modo dire qu'on passe la Bretagne en bio instantanément, ce qui est économiquement impossible, et techniquement non plus d'ailleurs, puisqu'il faut un temps pour convertir des terres en bio. Et aujourd'hui, le marché tel qu'il est fait des biens agricoles n'est pas en capacité d'absorber une production intégralement en bio en Bretagne. Donc je ne crois pas au changement de modèle agricole, économique, etc., à coup d'arrêté. Par contre, il y a un sujet, et ça fait le lien avec le sujet de la table ronde sur la révolution des territoires, c'est qu'on a un outil de transformation des modèles agricoles qui est le deuxième pilier de la PAC, je m'excuse d'être un peu technique, qui comprend des mesures agro-environnementales et climatiques qu'on a fortement mobilisées en Bretagne et qui a permis à la Bretagne, avec les agriculteurs et parce qu'on les a accompagnés, de sortir la Bretagne des contentieux européens dans lesquels nous étions sur la qualité des eaux. Et nous le devons aux agriculteurs et parce que nous avons fait ce travail. Moi, j'alerte tout le monde ici, le parti, les parlementaires et la ministre Annick, que je salue puisqu'elle est là, parce que ce qu'on nous annonce aujourd'hui, c'est une recentralisation totale de ces MEC. Et quand j'en parle et quand nous en parlons avec des ministres, qu'est-ce qu'on invoque? On invoque le principe d'égalité en nous disant « mais vous ne pouvez pas traiter différemment un agriculteur breton d'un agriculteur de la Beauce », ce qui me paraît, moi, être une hérésie. Et la deuxième chose, c'est qu'on finit par nous dire « oui, mais imaginez qu'une région, aujourd'hui, décide de développer une politique agricole qui soit en contradiction avec les objectifs de la politique du gouvernement liés à la loi Egalim », c'est-à-dire qu'on envisage immédiatement la collectivité régionale comme un contre-pouvoir. Moi, je pense que ça serait une grave erreur d'aller dans ce sens-là. Et autant je comprends bien qu'il puisse y avoir une émotion sur l'arrêté de Daniel Coeuf, maire de Languette,
Mais je pense que la mère des batailles, ça sera de sauver le deuxième pied de la PAC, ça sera de maintenir une gestion décentralisée de ces MAEC, parce que sinon, nous n'arriverons plus à accompagner les agriculteurs qui ont besoin de ça pour changer de modèle. Alors, on va essayer de rester plutôt à l'échelle communale ou intercommunale, hein, qui est aujourd'hui l'urgence. Et on va y venir d'ailleurs dans les conclusions qui ont été faites dans le cadre de l'atelier. Mais vous souhaitiez réagir? Faire réagir, si vous ne voulez pas. Je veux aussi aller vers le sujet de table ronde. Les agriculteurs aujourd'hui sont là pour produire et fournir un marché. Si la demande des collectivités, c'est d'avoir du local sur tel ou tel produit, c'est d'avoir une partie de bio, c'est d'avoir tel ou tel label, telle ou telle garantie de traçabilité avec tel ou tel intrant, et qu'elle crée cette demande en disant à l'agriculteur, mais moi, dans mon plan alimentaire local, sur les 5 ans qui viennent, voilà la production que je veux, on trouvera des agriculteurs qui, assez naturellement, iront produire. Quand on a eu ce débat sur l'alimentation locale, et puisqu'on était accusé de ne pas faire l'agriculture que souhaitaient les citoyens, on a été aussi regarder ce qui se passait un peu dans les collectivités. On a regardé ce qui se mangeait dans les cantines scolaires. Et alors pas de la faute et du choix délibéré des élus locaux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait le choix d'acheter du lapin chinois. Mais la procédure mise en place d'appel d'offres et de meilleurs 10 ans uniquement sur des aspects économiques fait qu'on a retrouvé dans des cantines scolaires de l'alimentation qui arrivait de l'autre bout du monde. Et l'alimentation, le produit local, qui était quelquefois à peine transformé et exporté peut-être à l'autre bout de l'Europe. Alors là aussi, c'est l'importance aussi de faire les bons appels d'offres et de travailler sur ces marchés publics. Tout à l'heure, on parlait de Rennes, enfin de la Bretagne. La Bretagne et Rennes en particulier a pu travailler sur le bassin versant qui permettait, à partir d'une politique environnementale, de privilégier des agriculteurs qui élevaient des moutons à cet endroit. De la même façon, d'autres villes vont faire des contrats tenant compte de la saisonnalité pour permettre justement à des fournisseurs locaux de mieux répondre que des grandes centrales. Donc là aussi, il y a un outil, et c'est pas de la norme qui vient d'en haut, c'est la façon dont les élus s'approprient cette norme pour l'adapter à leurs besoins et à leur territoire. Enfin, il a fallu que ça vienne d'en haut, il a fallu changer la loi pour autoriser les collectivités à mettre dans les appels d'offres des aspects qualitatifs, des aspects quantitatifs, pas sur la totalité, mais au moins sur une partie, donc c'est passé quand même par le niveau central, et après donner la possibilité, effectivement, aux collectivités qui le souhaitaient, de mettre d'autres éléments dans les choix de fournisseurs que celui-là. Mais on était quand même à 80% d'alimentation des cantines scolaires avec de l'alimentation importée. Enfin, on était arrivé quand même à des proportions. Et personne ne s'en était rendu compte, personne ne s'était même penché sur le projet. Aujourd'hui, on se rend compte, alors on a dit on veut mais des petits producteurs locaux, en bio. On s'aperçoit que quand il faut alimenter, l'ensemble des collèges ici de la région bordelaise, ce n'est pas des petits producteurs. Donc il faut construire des filières, il faut construire des légumeries, il faut construire sans doute des abattoirs de proximité. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et quand ce schéma-là sera mis en place, les agriculteurs, petit à petit, naturellement, au fur et à mesure, transforment leur exploitation pour alimenter ces marchés-là. Maintenant, il faut leur donner la visibilité. C'est-à-dire que si dans 2 ans, on leur dit « vous le faites, c'est bien, mais c'est quand même un peu cher », et on a le même produit local qui peut arriver d'Allemagne ou de Hollande, puisqu'on a un ami hollandais qui va intervenir tout à l'heure, ça ne pourra pas le faire non plus. Donc attention, des agriculteurs sont en train d'investir lourdement dans l'agriculture qui est souhaitée par la population, par le consommateur. S'il y a un revirement dans 3 ans, ça va être lourd à supporter pour les agriculteurs au niveau du territoire. Merci. Alors, on va appeler